Concernant Nicolas Sarkozy, il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire, et 5 ans d'inéligibilité et 100 000 € d'amende. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que le mandat de dépôt ? En fait, c'est le placement en détention d'une personne condamnée à de la prison ferme à l'issue d'un procès. L'exécution provisoire, ça veut dire que même s'il fait appel, il devra aller en prison et rester jusqu'à l'appel après le délai accordé par le mandat de dépôt différé. Mais finalement, on retient quoi de cette décision et les polémiques autour de celle-ci ? Déjà, Nicolas Sarkozy n'a pas été reconnu coupable pour corruption ou financement illicite. 3 des chefs d'accusation sur 4 à l'encontre de Nicolas Sarkozy n'ont pas été retenus, alors même que ces chefs d'accusation étaient l'objet principal du procès. Le tribunal a estimé qu'il n'avait aucune preuve directe que Nicolas Sarkozy a touché ou a reçu les fonds personnellement et les a utilisés pour sa campagne. Ils ont la preuve que de l'argent est sorti de la Libye de façon occulte. Mais sorti par qui ? Vers où ? Dans quel objectif ? Personne ne sait. Et c'est là que ça devient intéressant et que la polémique commence. Car faute de preuves de l'implication de Nicolas Sarkozy dans une corruption visant à financer sa campagne électorale, il a été condamné pour association de malfaiteurs. C'est-à-dire d'avoir conspiré avec d'autres personnes pour commettre un crime, mais il n'a pas été reconnu coupable d'avoir commis ce crime. Il est coupable d'avoir, on suppose, eu l'intention de commettre ce crime. En gros, il n'y a pas de preuve de son implication, qu'elle soit directe ou indirecte, ni de son intention, mais on suppose que Nicolas Sarkozy ne pouvait ne pas être au courant des agissements de Brice Hortefeux et autres, donc dans une construction juridique qui relève d'un sacré grand écart, disons-le, on condamne parce qu'on suppose qu'il a eu l'intention de bénéficier des 50 millions d'euros pour financer sa campagne électorale. Attendez, pour que vous compreniez mieux en droit pénal, afin de démontrer une infraction, on doit réunir un élément moral et un élément matériel. Par exemple, pour caractériser une infraction, l'élément matériel se matérialise par l'action concrète accomplie par l'auteur qui a l'intention de tuer. Donc tirer sur quelqu'un ou encore acheter un pistolet. L'élément moral, lui, c'est l'intention de tuer. Donc on doit démontrer la volonté délibérée de donner la mort à la victime. En gros, Marc veut tuer sa voisine Sophie parce qu'il lui en veut. Il lui en veut pourquoi ? Parce qu'elle l'a critiqué par derrière. Et ça, c'est le mobile en gros. Mais ici, les juges n'ont ni démontré l'élément matériel, reconnaissant dans leur délibéré qu'ils n'ont pas trouvé de preuves attestant de la culpabilité de Nicolas Sarkozy, mais ils n'ont pas non plus trouvé de preuves démontrant l'intention de Nicolas Sarkozy de commettre le crime. On pourrait se dire qu'il y a quand même la démonstration d'un lien de causalité dans cette affaire. Selon la décision de justice, il n'y a pas de preuve de financement de campagne, mais une preuve que de l'argent est sorti de Libye de façon occulte. D'accord, mais du coup, où est le rapport de cause à effet dans cette infraction ? Mais pourquoi il a été condamné alors ? En fait, les juges sont venus piocher une notion, l'association de malfaiteurs, pour quand même condamner Nicolas Sarkozy. En gros, cette notion, elle est apparue dans le droit français à la fin du 19e, dans un contexte où le crime organisé se développait. L'objectif initial, c'était d'empêcher les crimes collectifs et punir la mise en réseau criminelle avant que le dommage ne survienne. Pour beaucoup de juristes, c'est considéré comme un fourre-tout quand on n'a rien. En gros, quand on veut condamner les terroristes qui projetaient de faire un attentat, on utilise l'association de malfaiteurs. Et cette infraction avait même été supprimée du code pénal par Badinter en 83, alors ministre de la Justice, car il considérait que c'était attentatoire aux libertés, qualifiant même cette infraction de liberticide. Alors comment ont-ils pu justifier l'application de cette infraction ? Ils ont inversé la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'en général, c'est l'accusation qui doit démontrer la culpabilité du prévenu, ici Nicolas Sarkozy, donc elle doit apporter des preuves matérielles que Nicolas Sarkozy a commis telle ou telle infraction, mais ici, on a inversé la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à la défense, donc Nicolas Sarkozy et ses avocats, de démontrer qu'il n'a pas eu l'intention de s'associer en vue de commettre un crime, le financement illégal de la campagne. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est comme si vous vous étiez rendu dans une boulangerie, vous êtes accusé d'avoir volé un croissant, et pour démontrer votre innocence, vous devez apporter la preuve que vous n'avez pas volé ce croissant. Vous voyez où je veux en venir ? Bon courage pour apporter la preuve matérielle de votre innocence. En gros, c'est pile je gagne, face tu perds. Et par-dessus tout, la condamnation à 5 ans d'emprisonnement revêt uniquement de l'infraction d'association de malfaiteurs qu'il aurait commis. Or, le parquet avait requis 6 ans pour les 4 chefs d'accusation. C'est-à-dire que les juges ont condamné Sarkozy avec une sévérité surprenante compte tenu du nombre de chefs d'accusation retenus. Ça pose véritablement question, puisqu'en effet, en plus d'une peine assortie d'inéligibilité, sa peine d'emprisonnement fait l'objet d'une exécution provisoire.
C'est-à-dire que la décision rendue par le tribunal remet en cause les grands principes du droit français. Elle nie à Nicolas Sarkozy de bénéficier, comme tout justiciable, des avantages liés à une juridiction de second degré, à savoir la suspension temporaire des peines prononcées jusqu'au procès en appel. En gros, s'il n'y avait pas eu d'exécution provisoire, Nicolas Sarkozy ne se serait pas retrouvé en prison en attendant la décision d'appel. Donc quand on dit Nicolas Sarkozy est un justiciable comme les autres et qu'il ne doit pas bénéficier d'un jugement moins sévère au regard de ses fonctions d'ancien président de la République, on peut aussi inverser l'argument et dire que Nicolas Sarkozy doit bénéficier tout autant que les autres justiciables d'un droit à bénéficier des avantages d'une juridiction de second degré. Or ici on constate qu'il est considéré comme un sous-justiciable. Et cette exécution provisoire pose question quand on sait qu'elle vise en principe à protéger la société et ses citoyens d'individus potentiellement dangereux s'ils étaient mis en liberté. Et par-dessus tout, Nicolas Sarkozy a été privé de tous ses droits civiques, de son droit de vote. Rappelons quand même que les pédophiles ont le droit de vote encore, mais surtout, il est privé de ses droits familiaux, privé de son autorité parentale vis-à-vis de sa fille de 13 ans. Mais quel est le lien avec l'affaire, hormis la volonté de l'humilier? La présidente du tribunal a rappelé qu'il y avait bien eu des fonds qui ont transité entre la Libye et la France, et elle lui a notamment dit: vous avez préparé une corruption au plus haut niveau possible, d'une gravité exceptionnelle. C'est juste qu'ils n'ont pas assez d'éléments matériels pour pouvoir le prouver. Faisant l'objet de nombreuses polémiques et de critiques, la justice et ses fervents soutiens font bloc pour calmer la colère grandissante. Le Monde et Libération affirment qu'on discrédite la justice en critiquant sa décision. En gros, vous critiquez une décision de justice, donc vous critiquez l'état de droit, donc vous êtes contre la démocratie, donc vous êtes d'extrême droite. Alors face à la polémique pour se défendre, on voit notamment sur RTL le procureur Jean-François Bonner tenter de défendre sa chapelle en disant, je cite, « Vous remettez en question la confiance dans les institutions de la République. Les juges sont garants de la démocratie. » En gros, on n'a pas le droit d'émettre une critique sur la décision. Ramasse, pouilleux. Mais pire, dans cette interview, Jean-François Bonner ment en affirmant que le tribunal a reconnu qu'il y avait un financement libyen. Il dit que Sarkozy a tenté et obtenu un financement libyen, ce qui n'a pas été retenu dans la décision de justice. Le corporatisme judiciaire et le PNF justifient tous en cœur la condamnation de Nicolas Sarkozy comme une décision représentant le peuple. On peut s'interroger sur le bien fondé de ce discours quand on sait que le PNF avance avec un frein à main et le pied sur la pédale de frein concernant les affaires des politiques à gauche de l'échiquier, susceptibles de les mettre dans l'embarras électoralement. Je rappelle qu'il y a toujours en cours l'affaire des assistants parlementaires de Mélenchon et la question des détournements de fonds de la campagne électorale de 2017 par Sofia Chikirou, compagne de Mélenchon, qui se serait enrichie personnellement. Alors seront-ils aussi sévères et aussi efficaces ? Le président du tribunal a expliqué que dans un des articles de Mediapart de 2012 qui évoquait une réunion entre le suspect et l'évocation du contrat de 50 millions d'euros, il n'a pas été vérifié et c'était donc sûrement un faux. Donc on a la présidente du tribunal qui admet ne pas avoir vérifié la véracité d'une preuve matérielle dans un procès aussi important. On peut s'étonner du manque de professionnalisme dans un procès de cette envergure. Ou bien, on peut supposer que la note n'a pas été délibérément vérifiée pour justifier l'ouverture de l'enquête sur Nicolas Sarkozy. Vous me direz, non, mais t'es complotiste, les magistrats sont impartials. Ouais, en théorie, fait troublant, la présidente du tribunal a milité contre Nicolas Sarkozy de la campagne présidentielle de 2012, le qualifiant d'antidémocrate et a même signé une tribune du syndicat de la magistrature visant à inciter les citoyens à ne pas voter pour Nicolas Sarkozy au risque qu'il mette à mal l'état de droit. Rien que ça. Le même syndicat qui avait épinglé sur un mur des cons Nicolas Sarkozy. Ce mur des cons qui avait fait polémique puisqu'il affichait littéralement des photos de personnalités politiques, journalistes et magistrats jugés ennemis. On peut dire que ça illustre une instrumentalisation politique de la justice et de l'impartialité dans le corps judiciaire. Ça vous a pas convaincu? Et si je vous disais que cette même juge a condamné Fillon et Marine Le Pen et qui avait reconnu dans sa décision de justice que l'inéligibilité avec exécution provisoire qui visait Marine Le Pen avait pour objet d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir en 2027. Pour rappel, l'exécution provisoire est prononcée selon les conditions suivantes: un risque à la représentation et une réitération des délits ou crimes commis. Pour l'exemple de Marine Le Pen, on s'interroge sur le risque de réitération de détournement de fonds européens.
Je rappelle quand même que elle n'est plus députée européenne. Or, à titre de comparaison, Bayrou, de centre-gauche, a bénéficié d'un sursis, donc une dispense d'exécuter sa peine, alors même qu'il a été reconnu coupable de détournement de fonds européens, à l'instar de Marine Le Pen. Assez surprenant qu'une décision de justice n'ait pas les mêmes effets selon le bord politique du prévenu. Aujourd'hui, les juges se veulent faiseurs de rois, brouillant la frontière de la séparation des pouvoirs politiques et judiciaires en s'immisçant indirectement, voire parfois directement dans l'élection présidentielle. En rendant inéligible Marine Le Pen ou en condamnant Fillon avec un procès réalisé à vitesse grand V, on peut se demander s'il ne confisque pas l'élection présidentielle des citoyens français. Mitterrand avait dit « Les magistrats ont eu la peau de la monarchie, ils auront celle de la République ». Je crois que nous y sommes. En démocratie, le peuple doit toujours avoir le fin mot. Si un candidat est condamné, c'est aux électeurs de le juger par la voie électorale, pas une cour partiale qui confisque aux citoyens leur pouvoir de décision. Certains vont même jusqu'à y voir un aboutissement relevant d'un droit divin de la justice, laquelle ne connaît plus de contre-pouvoir, alors capable d'intervenir dans le processus démocratique sans s'exposer à quelque sanction que ce soit. Et la colère gronde en ce qu'on considère que la défaite de l'élection présidentielle en 2012 par Nicolas Sarkozy ou encore la défaite de Fillon en 2017 serait le fait des décisions de justice. Bref. Et ce qui est le plus choquant dans cette condamnation, c'est le deux poids deux mesures. Dans la même semaine, quand des individus tabassent un policier, donc un représentant de la République française, avec preuve matérielle à l'appui, c'est-à-dire une vidéo, et en plus on identifie les personnes, celles-ci, elles sont libres le lendemain, au risque qu'il tabasse un autre individu. Mais par contre, Nicolas Sarkozy, lui, il est vraiment trop dangereux, donc il fera l'objet d'une exécution provisoire pour protéger la société. Vraiment. Vous savez que dans toute l'histoire de France, seuls 2 dirigeants sont allés en prison. Louis XVI et Pétain. C'est dire du caractère exceptionnel. Donc on peut vivement s'interroger sur l'impartialité des juges du parquet national financier, qui, je le rappelle, a été instauré par Hollande dans une volonté de mettre à mal ses adversaires politiques, à savoir la droite. Ouais, ce sont ces mots, je blague pas. Et l'exécution provisoire, ça veut dire que même si Nicolas Sarkozy fait appel, il ira quand même en prison, et ce, jusqu'à son procès en appel, qui, rappelons-le, prend en moyenne 2 ans et demi. Les juges se défendent de la légalité de la mesure et la présence dans le code pénal de cette infraction, l'association de malfaiteurs. Mais ce n'est pas la légalité de la décision de justice qui est en cause, car les juges sont dans leur bon droit à appliquer une infraction inscrite dans le code pénal. C'est la légitimité à user de l'association de malfaiteurs dans cette affaire qui est en cause. Les juges appliquent la loi, certes, mais ils sont aussi supposés l'interpréter, compte tenu du pouvoir d'appréciation qui leur est attribué. Or, en se défaussant de toute responsabilité, à dire qu'ils appliquent seulement la loi, les juges n'assument pas la réalité de leurs prérogatives administrées par la Constitution, à savoir l'interprétation de la loi. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Nicolas Sarkozy soit condamné à de la prison ferme. Alors il a réagi, j'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits sur 3. J'ai été relaxé. La haine n'a donc décidément aucune limite, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Je suis innocent. Mais à son arrivée en prison, est-ce que Nicolas Sarkozy sera mélangé avec tous les autres co-détenus? En tant qu'ancien président, il bénéficiera forcément d'un régime de protection renforcé. Et ça, c'est à la prison de le mettre en œuvre. Il sera sûrement isolé dans une cellule à part. À noter quand même qu'il peut bénéficier de la grâce présidentielle si Macron le décide. Le cas échéant, il sera exempté de sa condamnation et donc exonéré de la peine qui en découle. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette affaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à la liker. Merci.